Noël, c'est Noël, c'est Noël. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'édition de décembre du JT de JTV. Alors c'est frais, hein, pour rien vous cacher, c'est même de plus en plus frais, voire c'est de moins en moins flex. Plus de thunes, pas de cadeaux, pas de toit, pas de solution, pas de bras, pas de chocolat, mon cul. Solidaire et citoyen qu'on vous dit. Avec les boules qui clignotent. C'est Noël, il faut garder le sens des responsabilités. On vous l'a dit et redit, arrêtez de jouer avec les neuros et de nous prendre pour des buses par-dessus le marché du CAC 40. Solidaire et citoyen, on vous le répète, c'est ici et maintenant. Allez, pour cette édition de Noël 2008, j'ai envie de vous raconter une belle histoire. Une histoire qui réchauffe le cœur. Vous allez voir, elle a des allures de conte de fées. Denis Barbet, ski alpin, tout à fait. Vous vous souvenez, on l'avait rencontré en 2008 lors de la Coupe du Monde de Molino-en-Queyras, ski alpin handisport. Quelques jours après notre reportage, Denis est tombé gravement malade. Ah ah, la bonne nouvelle, c'est que Denis est complètement guéri. Et oui. Et qu'a-t-il décidé tout de suite? Eh bien de remonter dans son Scarver. À 47 ans, son objectif est de préparer les Jeux paralympiques de Vancouver pour 2010. C'est pas la classe, ça. Ça vous embouche un coin, hein. Les skieurs debout handicapés, on peut les comparer avec des skieurs debout valides et forcément, bon, même s'ils font du très très bon ski, ils sont toujours désavantagés par rapport à un skieur valide. Alors que nous, on n'a pas de point de comparaison avec les valides. Donc les meilleurs skieurs assis, c'est des skieurs handicapés, il n'y a pas photo. J'aime beaucoup l'aspect mécanique de mon sport. Donc moi, ce qui me motive, c'est toujours d'essayer de trouver le petit truc qui va me faire être meilleur que les autres. Parce que je reste persuadé qu'il faut s'entraîner, mais avant tout, il faut avoir un matériel très très bien réglé, quoi. Et après, quand on est bien dans son engin, on peut aller commencer à s'entraîner sérieusement. Mais avant, ça ne sert à rien. Le ski, c'est technique et le ski assis, c'est technologique. Voilà. Quand j'étais valide, je faisais du ski, mais du ski de randonnée, je ne faisais pas de ski de piste. J'avais arrêté à l'âge de 16 ans le ski de piste. Et donc je me suis mis, quand j'étais surtout en fauteuil, je me suis mis au ski assis de piste parce qu'on ne peut pas faire de randonnée en étant en fauteuil. Et je me suis mis à la compétition parce que j'avais un peu peur de m'ennuyer en fait en faisant du ski de piste. Et puis de fil en aiguille, voilà, où j'en suis venu, quoi. Et la compétition donne vraiment d'autres sensations que de faire du ski de piste en touriste, on va dire. C'est un autre monde. Il y a l'engagement, il y a la vitesse, la recherche de vitesse toujours. Enfin, ça n'a rien à voir avec le fait de faire du ski de piste, quoi. C'est tout à fait autre chose. C'est quelque chose que tu as découvert Ouais, que j'ai découvert en étant en fauteuil, tout à fait, ouais. Bon, moi j'ai été leader dans ma catégorie pendant quelques années, surtout en slalom, parce que j'étais le premier à aller au piqué, ce qu'on appelle, à effacer le piqué avec le corps. Les autres n'osaient pas le faire au début, et moi je pensais que je pouvais y arriver. Et donc le jour où c'est passé, j'ai gagné des courses avec 3 secondes d'avance par manche, parce que les autres ils n'y arrivaient pas. Puis après, bon évidemment, tout le monde a fait pareil, et j'ai perdu mon avance. Mais donc j'ai eu 2-3 ans où j'étais au-dessus du lot en slalom, quoi. Alors j'ai des victoires en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde, des podiums. Je ne saurais pas dire exactement combien, mais ça tourne autour d'une vingtaine de podiums, tout podium confondu, Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Un beau petit palmarès déjà. Ouais, surtout au jeu, je suis content. J'ai 3 médailles sur 2 paralympiades, c'est bien. Ouais. Cette année, je rame un peu, on va dire, parce que j'ai changé de matériel et il faut le paramétrer pour qu'il aille bien, donc ça me prend un peu de temps. Et le slalom, là, j'avais un nouvel amortisseur qui marchait très bien, donc là, j'ai pas fini, mais j'ai bien skié, donc c'est déjà moins frustrant. Bon, j'ai réussi à développer mon ski à mon niveau, quoi, donc bon, après je finis pas la course, c'est la compétition, c'est pas très très grave en soi. Je pense que j'ai été peut-être un peu gourmand. Je me suis peut-être un peu euphorique en fait. J'ai voulu peut-être skier au-delà de ce que je pouvais, la vitesse à laquelle je pouvais aller en fait. Ouais. Je pense que c'était un peu de ça. J'espère avoir un niveau qui me permette d'aller aux Jeux de Vancouver. Ouais. C'est mon objectif. Là j'ai 45 ans, donc ce sera forcément mes derniers Jeux, ça c'est sûr.
Et bon, je pensais pas déjà à faire les jeux de Salt-Lake, je les ai faits. J'avais dit que je ferais pas les jeux de Turin, je les ai faits. Donc pour Vancouver, je dis rien. Mais c'est sûr que ce sera mes derniers, parce que l'âge venant, c'est de plus en plus difficile quand même. Rien de tel pour lancer la nouvelle saison de ski de la FFH. Jarvis TV a déjà équipé ses caméras de spatules pour vous ramener des images de derrière les fagots, comme on dit à Montélimar. A signalé également la reprise du championnat de France de foot fauteuil. Peut-être l'occasion de voir quelques buts dans un championnat de France. Le champion en titre et récent champion d'Europe, c'est Montauban. Tiens, d'ailleurs aujourd'hui, moi je crois que je vais citer que des villes en Mont. Allez, Montargis. Oui, non, je sais, il n'y a rien là-bas, mais moi, ça me fait plaisir. Allez, c'est cadeau. Côté FFSA, pas grand-chose. Oh, pardon, un record de France. Évidemment, c'est pas rien, un record de France au championnat de France, justement. Christophe Breut, en natation adaptée, 50 mètres d'eau, a fait un record de 39 secondes 22 centièmes. Et en plus, ce mois-ci, nous avons un portrait de Christophe Breut. Et alors ça, vous pouvez le découvrir que vous habitiez Mont-de-Marsan ou Montréal. C'est génial. L'eau, c'est mon élément. C'est là où je peux évoluer surtout. Avec le sport, on évolue plus facilement. Déjà presque toute ma période de vie que je nage. Tu as découvert ça comment? En fait, mes parents ils m'ont mis là-dedans des petits. Et donc, avec le temps, ça m'a beaucoup plu, quoi. Mon handicap, en fait, au départ, c'était une psychose chronique. Donc, je me suis fait des films dans la tête et je faisais n'importe quoi. Vraiment stupide, quoi. Après j'ai fait une psychose et maintenant je suis un peu dans la paranoïa, quoi. Alors la natation ça m'apporte beaucoup. C'est comme on faisait un grand massage du corps et ça fait beaucoup de bien. Dans l'eau en fait je me sens hyper bien, je suis très à l'aise. Ta course? La course que j'ai faite maintenant, en fait, je me suis échauffé un peu les bras. Les étirements aussi, c'est très important avant de nager, quoi. Et je me suis mis dans la tête que je vais arriver premier, quoi. Voilà. Et essayer de faire un meilleur temps pour évoluer dans ma maladie aussi. Et donc ça fait du bien, quoi. Et donc tu es champion de France. Voilà, je suis champion de France de sport adapté.
Fidèles à nos amis du rugby à 13 fauteuils, nous vous avons ramené des images de la sélection française qui a participé à la première Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils à Sydney en Australie. « 1999, naissance du 13 fauteuil à Vichy. 2008, première Coupe du Monde de rugby à 13 fauteuils à Sydney. Il n'aura pas fallu 10 ans pour que le concept de l'Ovalie en fauteuil fondé par Wallis Salvan soit reconnu et pratiqué par toutes les grandes nations du rugby à 13. Après un échauffement remarquable, 2600 passes et aucune balle au sol, excusez du peu, c'est une sélection France remontée à bloc qui attaque cette première Coupe du Monde. Menée par son entraîneur-sélectionneur Wallis Salvan, les joueurs sont là pour tout donner face à l'équipe des Barbarians, toute nouvelle sélection venue au pied levé remplacer l'équipe de Nouvelle-Zélande. Des Barbarians mis en déroute dès la première minute et totalement impuissants face au jeu sans faille de nos rugbymen en fauteuil nationaux. Le score est sans appel. La sélection France, toujours au top niveau, subit pourtant le jeu des Australiens pendant toute la première partie du match. Obligés d'adapter une nouvelle stratégie de jeu, les Français démontrent à nouveau leur suprématie en contrant un jeu au pied pourtant déstabilisant et remportent ce deuxième match de poule. Pour ce troisième match, qui définit la première place de poule, la sélection France rencontre son adversaire historique, l'Angleterre. Nos coqs en fauteuil ont remporté les 4 test matchs et restent invaincus face aux Britanniques. Et pourtant, avec un jeu simple, les Anglais enchaînent les essais et profitent d'une équipe de France peu habituée à la domination, qui multiplie les fautes de main et qui perd la cohésion de son jeu. Le score reste serré jusqu'à la fin, mais c'est en toute logique que l'Angleterre signe sa première victoire face aux tricolores. Pour cette première demi-finale, et malgré un changement fort discutable, puisque 30 secondes avant le coup d'envoi, l'arbitre anglais est remplacé par l'entraîneur australien, pays organisateur dont l'équipe est présente sur le terrain, la sélection France commence fort, en marquant un essai dès la première minute. La supériorité évidente des Français est pourtant très vite mise à mal. L'arbitre australien enchaîne les fautes imaginaires et expulse, sans faute apparente, un joueur de la sélection tricolore. Malgré l'infériorité numérique, la domination française reste entière. Il faudra une nouvelle intervention de l'arbitre pour siffler une pénalité transformée par les Australiens pour leur donner la victoire. Une belle équipe que ces Barbarians, même si cette toute nouvelle sélection n'aura pas réussi à concrétiser à la marque. Son courage et sa volonté sans faille auront séduit une large majorité du public. Coup de chapeau donc à cette sélection monde qui n'aura pas démérité face à des joueurs français qui pour leur dernier match affichent un jeu tout en finesse et démontrent, s'il en était besoin, qu'ils restent les maîtres de l'Ovalie en fauteuil.
finale sans grande surprise avec une équipe d'Australie incapable d'imposer un jeu constructif, tout juste bonne à pousser à la faute des adversaires lucides et solides. En effet, une équipe d'Angleterre qu'on ne peut que féliciter pour une constance durant toute la compétition. Remarquable. Il convient de féliciter les joueurs français qui ont, à l'image de leur capitaine Cyril Torres, élu meilleur joueur du mondial, permis d'asseoir la crédibilité du 13 fauteuil et ainsi de contribuer largement à son développement mondial. Enfin, nous commençons une série d'épisodes sur la préparation à la Transat Jacques Vabre de deux grands messieurs de la voile, Yann Delplace et Franck Dupré. Eh bien, je crois que c'est la première fois qu'un valide et un paraplégique unissent leurs forces pour ce type de régate mythique. Et ça, c'est formidable, c'est Noël. J'ai déjà fait une transat avant en solitaire sur un petit bateau de 6,50 m. Et je m'étais dit, c'est vrai que c'est chouette de faire des surfs, de traverser l'Atlantique, mais à deux, je pense que si on peut partager, c'est bien. Si c'est avec une personne qui est singulière, ça peut être encore mieux. Donc l'idée est partie de là en fait au départ. J'ai rencontré Franck il y a 2 ans sur une journée en voile organisée par le Conseil Général. Et j'ai rappelé Franck quelques mois plus tard pour dire que j'avais une régate une semaine ou 15 jours plus tard et que s'il voulait pas embarquer avec moi et que ça déboucherait sur une transatlantique. Donc il y a eu un blanc. Qu'est-ce qui m'a attiré dans la voile? Disons que la première fois que je suis monté sur le bateau, je ressentais ce qui me faisait griser en carte, l'effet de vitesse. Et bon, j'ai accroché. Je suis retourné la fois d'après, et là, pour la première régate, j'ai tout pris. Le vent, le froid, la pluie, le sacré baptême, quoi. Et puis bah, ça m'a plu, et puis voilà, on a signé, bon bavé. Puis à Jacques Vabre, c'est dans 1 an maintenant. Donc là, il faut qu'on trouve le budget dans moins de 2-3 mois parce que il faut. Tu vois, comment on descend du Franck pour l'escalier, on l'a porté. Oui, c'est pas possible que je porte Franck pendant 4 semaines. Déjà, on devrait pas être compétitif. Et si je me blesse, bah, il y aura un gros problème sur le bateau. Donc, il faut qu'il y ait le matériel qui soit réalisé et éprouvé pendant au moins 5 mois de navigation pour voir que bah, tout ce qui doit casser, casse, pour que ça casse pas lorsqu'on sera au milieu de nulle part. Qu'est-ce qui te manque actuellement là sur ce bateau pour que tu sois vraiment à l'aise et que tu puisses t'exprimer pleinement? Il y a beaucoup de choses. Il y a l'accès, c'est-à-dire que quand on fait des virements de bord, il faut que moi je puisse passer d'un côté à l'autre rapidement. Et là, quand c'est pas Yann qui peut me porter, je descends du baquet par terre, je me glisse par terre jusqu'à l'autre baquet et quand il faut remonter sur l'autre baquet qui est quand même assez haut, avec le gîte du bateau, il faut s'arracher. Et tout ça, c'est de la fatigue. Et je me vois mal faire ça pendant 4 semaines, physiquement je tiendrai pas. Ouais, c'est dur. Après descendre dans le bateau, il y a quand même des marches assez pentues. Faire ça, s'il faut faire ça 10 fois dans la journée, au bout de 4 jours, j'ai plus le bras. Une journée type, déjà une journée, je ne peux pas dire que ça commence à telle heure, que ça finit à telle heure. C'est 24 heures, donc on va prendre ça au moins avec une bonne heure. 3 fois par jour, il faut prendre la météo. Donc on a un logiciel de routage qui prend la météo sur internet et qui nous dit bah là c'est mieux que là. Après ça nous décider, mais c'est une aide qui est assez intéressante. Et la journée consiste à dormir un maximum, manger un maximum, faire avancer un bateau le maximum et entretenir le bateau. Et on se rend vite compte que dormir un maximum, c'est maximum entre 20 minutes et 1 heure, mais 1 heure c'est quand même des conditions exceptionnelles de tout va bien sur ces 20 minutes. Et il ne faut pas oublier de manger parce que si on ne mange plus, on est fatigué. Si on est fatigué, on ne peut plus avancer le bateau. Et il faut surveiller le bateau, toujours des points de ragage, des frottements pour voir que ça s'abîme. Parce qu'au bout de quelques heures, soit une voile se déchire, soit il y a quelque chose qui s'abîme. Donc c'est beaucoup de contrôle
c'est le pilote tout le temps, personne ne barre, on rentre en régate puisque le pilote barre beaucoup mieux que nous. Donc nous, il faut gérer nous, le bateau et la météo en fait. Qu'est-ce que j'appréhende Déjà psychologiquement, je pense qu'il faut être béton. Ça c'est bon. Je pense que à deux ça sera plus facile. Malgré que bon, ça n'empêche pas que je pense qu'il y a des moments où aussi bien Yann que moi, on aura un peu de blues, mais bon, justement, quand on sent l'autre qui va pas bien, on est là pour s'entraider, quoi. Et puis il faut que nous aussi, on tienne aussi tous les deux 4 semaines dans un petit... qu'on se supporte. Qu'on se supporte, voilà, dans un petit... dans un bateau qui fait 12 mètres 50. Des valeurs à prouver, égalité des chances, dépassement de soi et puis intégration de personnes handicapées aussi bien dans le monde sportif que dans le monde de l'entreprise. Donc nous on veut faire une performance. Donc je veux moi, il y a de questions qu'on fasse dernier. Et puis si on est deuxième, qu'on peut faire premier, on ne va pas se priver. Donc voilà. Même si c'est qu'une utopie parce que il y a quand même des grands noms comme Florence Artaud qui sont en 40 pieds maintenant. Il y a Luc Poupon qui est en 40 pieds aussi. Au moins faire un milieu de classement, faire 20e sur 40. Avec un bateau comme le Polo 40, ça serait une super performance. Et puis si on peut aller au-delà, avec grand plaisir. Je veux qu'on soit devant. J'aime pas perdre. Ouais, j'aime pas perdre, je suis un gagnant. Et on s'arrachera pendant 4 semaines. Et puis c'est devenu un must. To be up to date, see Ben on GTV. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bonsoir Jean-Mi. Et oui, c'est Noël. Et pour Noël, émission spéciale en direct du bureau du Père Noël pour analyser un petit peu toutes les demandes qu'il a reçues pour cette année 2008. Et on commence par une lettre de Jean-Michel A. de Lyon. Étonnant. Qui nous demande « J'aimerais bien avoir un 8e titre d'affilée et un Johan Gourcuff en prime au Mercato. » Alors là, Jean-Michel, je t'arrête de suite. Pour le 8e titre, ça devrait pouvoir se faire, ça y a pas de souci. Par contre, pour Gourcuff, là, on parle pas de Florian Maurice et Christophe Coquard et consorts, là. Donc, s'il te plaît, reste tranquille avec Gourcuff. Et on enchaîne avec une lettre du Parti Socialiste Français qui nous écrit pour nous dire « Cher petit Papa Noël, j'ai été sage toute l'année, alors j'espère que tu viendras m'apporter un leader et un semblant d'union. » Enfin bon, ici, c'est quand même que le bureau du Père Noël, quoi. Enfin, je pense que pour vous, les gars, il faudrait s'adresser directement au paradis. Mais non, c'est que mon avis. Et on continue avec une lettre de William G. de Londres qui nous dit « J'ai été gentil toute l'année à Arsenal et mes copains, ils ont été méchants avec moi. Alors, est-ce que tu pourrais m'apporter un peu de respect ?» Du respect. Non mais William, on est en 2008, là. Tu crois au Père Noël, toi, ou quoi? Allez, on enchaîne. Ah, une lettre de Eric C. de Jaris TV. Salut Eric. Qui nous dit « Pourrais-tu faire en sorte que les gens que je mets en lumière retrouvent mon numéro de téléphone ?» On va voir ce qu'on peut faire. Je transmets. Et on continue. Un message de Oussama BL qui nous écrit d'Afghanistan. Exotique, exotique. Et qu'est-ce qu'il veut, ce brave Oussama? « J'ai commandé de nouveaux avions parce que j'aurai du travail pour eux. » Alors là, monsieur, je crois que vous faites erreur. C'est à côté. Et on continue, on enchaîne. Une lettre de qui? Calimero, de Paris. Joli prénom, Calimero. Qui voudrait juste un monde meilleur. Enfin, si t'as besoin d'autre chose aussi, en même temps, tu sais où il faut envoyer ton courrier, quoi. Allez, on continue. Un courrier de la Fédération française de sport adapté qui nous dit « Cher Papa Noël, peux-tu faire en sorte que mes athlètes puissent participer aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 ?» Personnellement, moi, j'ai rien contre vous, j'aimerais bien, ça me ferait même très plaisir. Mais il faudrait que vous puissiez me garantir qu'aucun athlète fera demi-tour sur la piste une fois qu'il aura vu sa trombine en grand sur l'écran géant du stade, quoi. Parce que là, c'est moche. Attends, j'entends un fax. Bougez pas, je reviens. C'est quoi ça? Une lettre de Monsieur Noël Père. Et que nous veut-il, ce brave homme? Alors... Salut Ben. Sympa la soirée d'hier soir. Vu la gueule de bois que j'ai ce matin, j'ai l'impression qu'on s'est pas loupé.
La fille avec qui t'as fini, c'était un trans finalement ou pas? Bon, sinon va falloir que tu temporises cette année, juste le temps que je me retire du circuit en douceur. Bah, j'ai perdu la moitié des cadeaux à la table de poker en fin de soirée. Bon, valet 10 de pique, une main bâtarde, je suis à tirage, mais je suis surtout super bourré en fait. Je m'obstine, j'envoie le tapis. Le père Fouettard me paie aussi sec, donc qui compte pas trop sur moi cette année. Je te laisse gérer ça. On se retrouve chez les filles. Mais il est fou lui ou quoi là? Bon enfin bref, vous l'aurez compris, cette année le Père Noël on l'oublie. Par contre, vous, chez vous, n'oubliez pas de faire des cadeaux, mais discount cette année, parce que quand même, c'est la crise. Allez, joyeux Noël. Bon, allez, mon Jean-Mi, fous tes cornes et ton petit string en peau de reine, on va distribuer les cadeaux. Eh bien voilà, c'est fini, je sais, c'est allé très vite. Hein. Joyeux Noël, cadeau, cadeau, cadeau. Bon, j'ai envie de dire bien sûr un grand coucou solidaire à tous nos amis de Montgaillard et Monte-Carlo. Hein. Régalez-vous la rétine en toute impunité. Et comme disent nos amis de Montfort en Chalosse, adi chats.